Bonjour Flora, c'est un honneur et un bonheur de t'avoir à nos côtés aujourd'hui pour aborder une thématique essentielle, à savoir l'aspect psychologique face à nos pathologies graves et handicapantes. Il s'agit d'une visioconférence très attendue par les adhérents et par les proches aidants. Pour rappel, tu es Flora Freudberg, psychologue clinicienne, psychologue de la santé. Tu officies au GHT Novo en consultation douleur, UDMC. Tu es également membre de notre comité scientifique composé de médecins et professionnels de santé. C'est ça. Bonjour Flora et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours. Eh bien, bonjour les filles et merci à vous déjà aussi pour votre confiance, pour les questions que vous m'avez posées qui sont très pertinentes et puis pour votre confiance pour et cette vidéo et toute la collaboration à venir ensemble. Voilà, je suis très contente aussi. Surtout que je suis concernée non seulement en tant que psychologue en consultation de douleur, mais aussi dans ma vie perso, parce que voilà, j'ai des connaissances et des amis qui sont touchés aussi par ces pathologies-là, et donc ça me fait plaisir de m'engager pour elles et pour les patients. Au niveau de mon parcours, donc moi j'ai eu mon bac en 2013, j'ai fait un bac, enfin c'était encore le bac L à l'époque, et j'ai enchaîné tout de suite avec des études de psycho. Je suis rentrée à l'école des psychologues praticiens en 2013 du coup. Très vite, je suis allée vers la psychologie de la santé que je connaissais pas du tout, grâce à un stage aux urgences et en oncologie de liaison, donc avec des patients atteints de cancer. Ensuite, je suis partie au Canada et j'ai travaillé dans des services plus de soins intensifs avec des grands brûlés, dans des services aussi de chirurgie de réimplantation avec des amputés. Et ensuite, j'atterris aux urgences et en fait, c'est aux urgences que je découvre la douleur et la douleur chronique et en tout cas le fait que c'est un symptôme qui est à la fois très fréquent mais très mal pris en charge, et que derrière ce symptôme, il peut se cacher plein de choses, que ce soit physiquement comme psychologiquement, et que c'est pas parce que deux patients ont la même douleur qu'on y répond de la même manière. Et ça m'a passionnée en fait tout de suite. Et donc j'ai fait mon mémoire sur le fonctionnement psychologique associé à la douleur chronique et l'évaluation des douleurs chroniques. Je me suis ensuite spécialisée en soins palliatifs et en douleur. Un petit peu en TCC aussi, parce que c'est très utilisé actuellement dans toute la prise en charge des maladies chroniques. Et je travaille maintenant depuis 5 ans en consultation douleur chronique à Pontoise, du coup. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, je vois un peu toutes sortes de pathologies, hein, pas que de la spondylarthrite et de la polyarthrite. Je vois pas trop de verneuil, mais parce qu'on travaille pas trop avec des dermatos. Mais je vois aussi de l'endométriose, de la lombalgie, des douleurs post-op, toutes sortes de rhumatismes chroniques, voilà, toutes sortes de pathologies douloureuses et il y en a plein. Voilà. Effectivement, effectivement. Déjà, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, nous le savons de sources sûres, la spondylarthrite se réveille suite à un choc, à un traumatisme. Ça peut être un accident de voiture, un deuil, divorce, violence conjugale, physique dans l'enfance. Dans le cadre de la maladie de Verneuil, le stress aggrave énormément la pathologie, comme dans beaucoup de pathologies. Nous le savons, dans le cas de la spondylarthrite, de la polyarthrite et de la maladie de Verneuil, qu'il y a un dérèglement immunitaire, mais le réveil de ces maladies sont souvent dus à des chocs. Euh, Y a-t-il des clés aujourd'hui pour faire en sorte de ne pas sombrer après un traumatisme et comment se relever de tout ça? Alors, je vous avais préparé une réponse, mais je crois que avant de dire ce que j'ai prévu, je voudrais aussi rajouter que moi, je déteste l'idée de dire qu'il y a toujours une cause à une patho ou une cause au fait de déclencher des symptômes. Même si on retrouve un choc, en fait, il y a toujours plusieurs facteurs. Il y a le terrain immunitaire, le choc, peut-être d'autres chocs dans l'histoire de vie qui ont déjà fragilisé avant le choc qui a été le déclencheur. Et donc, je déteste faire des liens de causalité entre un seul événement et
toute une pathologie et tout ce qui peut en découler derrière. Je trouve qu'en plus, c'est très, comment dire, ça condamne un peu le patient en lui disant, bon, bah, t'as eu un trauma et du coup, ça te condamne à devoir vivre avec ta patho. Je trouve que c'est pas forcément une vision qui aide les patients, en tout cas, même si ça peut être une réalité, hein, je le nie pas du tout. Mais en fait, faut aussi être capable de leur dire, c'est arrivé et on sait qu'il y a des liens entre trauma et pathologie immunitaire, mais on sait aussi que on sait traiter les traumatismes et qu'on sait comment dire, sortir aussi de tous ces mécanismes-là et faire baisser les symptômes et prendre en charge tout ça. Maintenant, les patients qui ont eu des gros chocs et des gros traumas, je dirais qu'on ne peut pas être plus fort que la nature et que si on doit tomber, on va tomber et que c'est même souvent nécessaire. On ne peut pas se relever si on n'est pas tombé. Et il y a même des patients qui d'eux-mêmes vont dire, dans mon fonctionnement, j'ai tendance à devoir aller au fond du trou avant de pouvoir rebondir. Et c'est assez humain, en fait. Donc, je dirais même que plus on va chercher à éviter de tomber, plus on va s'épuiser, plus on va perdre de l'énergie à lutter contre un processus qui, de toute façon, est enclenché et parfois doit aller au bout pour permettre derrière de retrouver des ressources, de retrouver de l'équilibre. La métaphore que j'utilise souvent, c'est celle des sables mouvants, quelque part, où en fait, plus on va chercher à s'en sortir, à se débattre, et ben en fait, moins on va arriver à s'en sortir effectivement. Et parfois, il faut aussi se laisser couler pour remonter. Juste un petit mot, parce qu'ensuite, on va derrière beaucoup parler de trauma. Je voulais juste rappeler un petit peu ce que c'était qu'un trauma et que aussi, comment dire, un traumatisme, il faut rappeler que c'est quelque chose de pas normal, qui vient déborder nos capacités et qu'en fait, les réactions traumatiques, alors même si elles font pas plaisir, elles sont adaptatives. Donc, il faut pas chercher à toutes les supprimer, il faut pas chercher à aller contre. Voilà, on va chercher à les comprendre, mais il faut aussi accepter que ce qu'on a vécu est pas normal et comme c'est pas normal, on va y réagir et on va s'y adapter et que toutes ces adaptations, parfois, il vaut mieux subir les symptômes du trauma que de subir ce qu'on serait sans ces symptômes-là. Ces symptômes, ils ont une fonction et ils nous permettent aussi, mine de rien, de continuer à être debout, à sentir notre corps, à rester vivant, à pas devenir fou pour certains. Donc voilà, c'est aussi important de redonner leur place aux symptômes traumatiques. Faut pas les considérer comme un diable à éliminer à tout prix. Parfois, c'est ce qui nous permet de tenir. Euh, je dirais aussi que bah, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de reconnaître qu'on a été victime. Ça prend du temps de s'en saisir et d'en faire une part de son identité avec laquelle on est en paix. Ça demande du courage de reconnaître qu'on a perdu, ou enfin voilà, ou qu'on a raté quelque chose, ou qu'on n'a pas eu de chance, ou qu'on voilà, qu'on a été victime de quelque chose de terrible. Et avant même de penser à s'en sortir, il faut s'asseoir et se dire, ok, il m'est arrivé quelque chose de grave et rien que ça, ça m'a mis à terre. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, je dirais qu'il faut, même si c'est naturel de vouloir faire de la fuite en avant ou de se figer, de rester bloqué, voilà, je dirais que c'est des réactions normales, mais qu'il faut essayer au bout d'un moment de sortir de ce figement, de il m'est arrivé ça, donc c'est comme ça et plus rien ne peut changer. C'est justement le fonctionnement traumatique qui vous fait croire que tout est figé et que plus rien ne peut évoluer. Je dirais aussi que il va falloir aller rechercher des ressources fiables, que ce soit en soi, le sentiment de sécurité à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Parfois, quand on est traumatisé, on fait confiance, mais aux mauvaises ressources. Et donc ça aussi, c'est très important de pouvoir repérer ce qui est vraiment aidant de ce qui n'est pas vraiment, même quand on pense que ça l'est. On peut aussi travailler avec des techniques psychocorporelles pour apaiser ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc, travailler avec des respirations profondes ou avec des exercices plus actifs de sophrologie, de yoga, de relaxation, même parfois du secouement. Mais en fait, tout ça, ça va permettre de se reconnecter à ces sensations corporelles de sécurité, d'ancrage. Et tout ça, ça passe en fait par le système nerveux autonome, qui est le système qui est perturbé quand on fait face à un traumatisme. Et donc, tout ça, ça va permettre de mieux se réguler et donc petit à petit de pouvoir mieux faire face aux débordements causés par les événements traumatiques et la mauvaise gestion, enfin,
mauvaise régulation émotionnelle qui va avec en général. Voilà. Dans la maladie, on parle souvent de déni, de colère et enfin d'acceptation. Est-ce un processus normal et comment souffrir le moins possible? Alors déjà, je dirais que oui, on en parle pour la maladie, mais qu'en fait, là, ce dont tu me parles, c'est aussi les étapes bien connues du deuil. Et donc, j'ai envie de te dire tout simplement, ben oui, évidemment que quand on est malade et que quand on est malade chronique, on a plein de deuil à faire. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être plutôt normal de passer par toutes ces phases-là. Sachant que je rappelle, quand on parle de phase du deuil, d'étape du deuil, déni, colère, chantage, dépression, acceptation, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de chronologie, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de logique et il n'y a pas de règle. Chacun avance à son rythme. On peut un jour sauter de 3 marches et le lendemain reculer. Il n'y a pas de règle dans le deuil. On sait que c'est un travail compliqué, mais que chacun fait différemment à sa manière, en fonction des événements, en fonction de sa relation avec la personne disparue, etc., etc. Maintenant, quand on parle de maladie, de quel deuil on parle, par contre? Et en effet, il y a toute une série de plein de petits deuils. Ça peut être le deuil d'avoir une santé parfaite. Voilà, quand la maladie fait irruption alors qu'on n'avait pas d'antécédents et qu'on se vivait comme quelqu'un de jamais malade, toujours en forme, qui a de la chance dans la vie. Enfin, moi, j'en vois des personnes qui me disent en fait, j'ai jamais eu de problème et là maintenant il m'arrive ça, je ne sais plus quoi faire, ça me ressemble pas. Moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de malade, mais en fait, il va falloir accepter que si tu es devenu quelqu'un de malade, même si c'est pas toi, c'est le nouveau toi. Donc voilà, il y a le deuil de cette santé parfaite-là. Il y a le deuil de la vie active, que ce soit la vie professionnelle et aussi la vie sociale, les sorties en famille, entre amis. Forcément, être malade, ça va devoir... Enfin, ça va finir par impacter vos activités et en tout cas la quantité et l'intensité de vos activités. Parfois, c'est carrément de sa propre personnalité dont on va faire le deuil parce que la maladie, ça nous change, ça va changer comment on voit la vie, comment on voit le monde, comment on voit l'avenir, comment on se voit soi-même. Et donc, du coup, bah oui, vous allez changer. Vous serez plus la même personne 3 ans après le diagnostic que 3 ans avant, et c'est bien normal de s'y adapter, mais il faut l'accepter. Et donc, il faut aussi accepter de dire au revoir à certaines parties de vous qui étaient peut-être plus jeunes, plus naïves aussi à certains endroits, plus faibles à d'autres. C'est pas forcément un recul et un retour en arrière, mais c'est un changement. Il faut l'accueillir comme tel. Et aussi le deuil de certaines relations, et on le voit bien voilà, dans les malades que je suis. J'en parlais tout à l'heure, mais le fait d'être malade et le fait d'avoir de nouveaux besoins et d'exprimer ces nouveaux besoins, ben, en fait, ça va mettre en lumière toutes les relations qui, en fait, répondent pas très bien ou pas de la bonne manière à nos besoins, voire des relations totalement déséquilibrées. Et en fait, parfois, ce qu'on vit mal à cause de la maladie, on se rend compte que la maladie est assez secondaire et que la problématique était antérieure. Donc j'ai envie de dire, c'est un travail qu'ont à faire les malades, mais que d'autres ont à faire à d'autres moments de leur vie, et que parfois la maladie va juste accélérer ou favoriser, mais qui en fait, c'est aussi les problématiques de tout un chacun dans comment on gère ses relations, comment on gère son avenir, comment on gère les périodes de transition, les périodes de changement, etc. Et puis, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, mais je crois aussi que plus on va lutter contre ça, plus on va se battre contre ce qu'on ressent, plus on va refuser d'admettre sa propre situation, ben, plus ça va être difficile de s'en sortir et de faire ce qu'il faut, de s'adapter à la situation, de trouver les bonnes ressources pour faire face à tout ça. Donc en fait, j'ai envie de dire, quelque part, s'il faut en passer par la colère, passer par la colère. Moi, je connais rien de plus sain qu'une colère dirigée au bon endroit et exprimée de la bonne manière, en fait. Voilà.
Et puis aussi accepter d'être vulnérable, de demander de l'aide. Si on sent que ça prend trop de temps, si on sent qu'on ne trouve pas le bon espace ou les bonnes personnes pour en parler, il y aura toujours des professionnels pour vous accompagner. C'est des choses dont on a l'habitude, c'est des choses qu'on sait travailler, qu'on sait accueillir. Donc, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur voilà, d'aller consulter voilà, quand vous êtes dans ces phases-là qui peuvent être lourdes à vivre. Et justement, une question pour rebondir là-dessus, Flora. Certains de nos adhérents qu'on peut avoir à la permanence téléphonique nous disent que justement, ils n'osent pas demander de l'aide extérieure parce que ils pensent pouvoir réussir seuls ou parfois entourés de leur famille ou de leurs amis. Mais justement, quel serait le plus d'aller voir un professionnel? Comment ça pourrait les aider davantage en fait? Alors, c'est rigolo enfin, que tu parles du fait que même à des associations, ils disent qu'ils osent pas, ou je pense que toi aussi, tu as des adhérents qui en fait adhèrent mais appellent jamais, par exemple. Ouais. Et en fait, on retrouve ça aussi en consultation, hein. Moi, j'ai des patients, je leur dis que je suis disponible, qu'ils peuvent me faire des mails. Et en fait, on va travailler pendant 1 an, 2 ans avant qu'ils osent m'envoyer un mail quand ils vont vraiment pas bien. Et en fait, je ne sais pas si c'est lié à la maladie. Je pense que c'est aussi lié au profil de ces patients-là, qui en fait sont des patients qui n'ont jamais été dans cette posture de se sentir faibles, ou alors qui, quand ils l'ont été par le passé, ont jamais reçu l'aide qu'ils ont demandé, que ce soit dans leur sphère familiale ou même dans la sphère médicale. Moi, je suis avec des patients qui, en fait, croient plus en la médecine, pensent être des cas désespérés, pensent que je suis là quelque part, pas pour les prendre au piège, mais plus pour leur prouver qu'ils ont une bonne raison d'être malades et chercher plus le pourquoi vous êtes malade que comment s'en sortir. Et donc, en fait, en effet, il faut repasser par, en fait, vous avez le droit de nous demander, il faut tenir sa posture de, bah, je ne peux pas deviner ce dont vous avez besoin, par contre, dès que vous allez m'exprimer une demande, on va y répondre, même si ce n'est pas forcément tout le temps la réponse que vous attendez, vous avez le droit d'exprimer des demandes, vous avez le droit d'être pas bien, et je crois aussi qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir sauver tout le monde. Et c'est paradoxal, mais en fait, on a aussi des patients qui vont se montrer très en détresse, et plus ils se montrent en détresse, moins on est en capacité de les aider, ou plus ils sont en détresse, plus ce qu'on va proposer, du coup, ça va pas leur aller parce que ce sera pas suffisant. Et en fait, je crois qu'il faut aussi prendre le temps de s'installer dans une temporalité, d'installer une vraie confiance entre, enfin une vraie collaboration entre le patient et le professionnel, parce qu'en effet, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on va directement lui faire confiance, directement demander de l'aide. Et moi, je vois bien, il y a des patients, ça fait 5 ans que je travaille avec elles, elles sont toujours incapables de demander de l'aide à leurs enfants pour faire des courses, par exemple. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que je suis une mauvaise psychologue et qu'on a tout raté. Elles ont réussi à demander d'autres petites choses au travail. Mais en effet, en fait, il faut se dire que demander de l'aide, c'est souvent pour beaucoup de personnes renoncer à l'identité de personnes fortes, de personnes autonomes, que beaucoup se sont construites et à laquelle beaucoup s'accrochent encore parce qu'on refuse de se voir handicapé, parce qu'on espère pouvoir s'en sortir, parce qu'on se dit que demander de l'aide, c'est être dépendant, qu'une fois qu'on en a demandé, les autres vont changer de regard sur nous, etc., etc., etc. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il faut oser demander d'abord petit pour demander de plus en plus grand. Il faut oser demander, il faut se prendre des noms. C'est pas grave de se prendre des noms. Vous allez vous en prendre plein de professionnels, de la MDPH, de votre famille, de vos amis. Vous allez vous prendre des noms. Il faut accepter que, en fait, demander, ça veut dire recevoir des oui, mais ça veut aussi dire prendre le risque d'entendre un non. Et une fois que ça s'est bien intégré et qu'on sait recevoir des noms, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est tout un travail d'apprendre à demander aux bonnes personnes ou au bon endroit, de la bonne manière, sans se culpabiliser, sans se sentir faible, en préservant l'équilibre en fait des relations. C'est ça. Merci parce que je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes et
et peut-être, voilà, ben, ils auront un autre regard sur leur façon de faire et de se dire ben, que on peut commencer, voilà, par demander des petites choses. Vous Et pouvez si, demander, moi ce que j'adore conseiller comme premier exercice, c'est de demander à des inconnus de vous laisser une place dans le bus. Ouais. Et vous allez vous en prendre plein des noms, hein. Mais c'est pas grave, il y aura bien quelqu'un de gentil qui vous dira oui un jour. Voilà, et c'est déjà un premier oui et une première réponse à votre demande. Et enfin, moi, c'est fou. Vous demandez à passer en priorité aux caisses quand vous avez la carte. Moi, combien de patients j'ai qui ont la carte, qui l'utilisent jamais, alors qu'en fait, c'est un droit, souvent un droit pour lequel elles se sont battues en plus, et que derrière, elles n'utilisent pas par honte ou parce qu'elles ont juste peur de se faire mal regarder par les personnes de la file. Qui en plus, on s'en fiche des personnes de la file, quoi. C'est même pas vos amis, c'est même pas vos collègues, c'est des inconnus. Donc, ouais. Et nous, on en a aussi des adhérents dans ce cas-là. Et alors, nous, on essaye justement de les pousser à leur dire bah, c'est un droit que vous avez mais oui. obtenu. Et usez de vos droits, quoi, et connaissez vos Donc, droits aussi, vous parce êtes que beaucoup ne les battus, connaissent pas. c'est ça, vous êtes battus pour l'avoir. Donc, votre carte dans votre sac à main ou votre sacoche ou dans votre poche de manteau, elle ne sert à rien. Surtout que Par derrière, contre, souvent, c'est mignon parce que c'est les premiers à revendiquer que leur handicap est invisible et à en même temps tout faire pour éviter de le montrer ou de demander quoi que ce soit. Et donc, mais c'est toujours c'est pour ça que je dis, c'est pas de leur faute, c'est le paradoxe avec tous les handicaps invisibles, on le vit à l'intérieur de soi, mais le montrer à l'extérieur, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est totalement cette question-là, en fait. et puis après, il y a des personnes qui osent sortir leur carte, mais qui à chaque fois vont se prendre des réflexions, Et il des y en a. Il ne jugements. faut pas nier cette réalité-là, hein, que le monde n'est pas du tout adapté aux personnes en situation de handicap et encore moins invisible. C'est Donc, ça. Et du coup, moralement, psychologiquement aussi, ça impacte. ça use, bien sûr. Et chaque sortie va créer du stress et de l'angoisse parce qu'on va se dire, ben, en fait, là, il faut que je me prépare à avoir une réflexion À encore une subir, fois, en fait, à quoi. subir le fait de faire mes courses, à subir le fait de, je sais pas, aller prendre les transports, subir le fait de... Et en effet, et à partir du moment où il n'y a plus la notion de plaisir et où chaque activité devient un peu subie ou un peu bah, vient rogner sur votre bien-être ou sur votre... forcément, bah, c'est là qu'on tombe un peu dans le cercle vicieux de plus je suis malade, moins je demande, moins je me sens bien, plus je me sens seule. Et quelque part, plus je suis malade en retour, en fait. Ouais, et puis ça les enferme dans un isolement parce que certains ne sortent que Du très coup, peu du coup. bien sûr, bien sûr. C'est ça. C'est une dure réalité et il faut se battre contre Ouais, les rendre visibles, le handicap invisible, hein, c'est le but et ouais. on y arrivera. Flora, la majorité des personnes atteintes de ces pathologies se retrouvent en invalidité. Alors, on va parler de la maladie de la spondylarthrite et de la polyarthrite, puisque Verneuil, il y a beaucoup moins de personnes qui se retrouvent en invalidité. Comment faire le deuil de sa vie d'avant, professionnelle, sociale, justement, on en parlait. Pour les chiffres, hein, dans notre association, sur plus de 2000 adhérents atteints de spondylarthrite et polyarthrite, nous avons 8 personnes à temps plein et une vingtaine à mi-temps. Le reste sont des personnes en invalidité, en AH ou en retraite anticipée. Ouais. Alors, moi, je crois qu'il faut... Bon, avant de répondre à la question, je veux aussi rappeler deux choses. Le fait que travailler, comment dire, ça a été mis au cœur de nos sociétés et au cœur de nos, comment dire, de notre même valeur en tant que personne, mais qu'en fait, c'est une vision qui est encore assez récente et que je veux quand même rappeler qu'il est possible de se définir autrement que par son travail. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, que en fait, je vais pas nier, mais je vais juste pas parler de la réalité des galères financières et des galères administratives. Donc, je vais mettre ça de côté, mais je veux quand même insister sur le fait que c'est une vraie souffrance pour les patients, qu'il y a un vrai manque d'accompagnement
Il y a un vrai manque de reconnaissance dans les entreprises, que ce soit les privés, les publics. J'ai envie de dire, surtout dans la fonction publique, on voit que c'est des parcours extrêmement compliqués, extrêmement longs, souvent blindés d'incohérences, où le médecin du travail, la CPAM, la MDPH, tout ça se renvoie la balle et n'aide personne, en fait. Donc, je voulais juste repasser là-dessus. Enfin, voilà, juste redire que j'allais pas détailler ça, mais que c'est avec ça qu'on travaille. Maintenant, une fois qu'on est en invalidité, comment faire pour avancer avec toutes ces galères? J'ai une collègue tout à l'heure qui m'a dit une phrase super belle. Elle m'a dit pour investir, enfin, en répondant à votre question, elle m'a dit donc pour faire le deuil de sa vie d'avant, il faut investir la vie du futur. Et en fait, je crois que je suis un petit peu d'accord. Je rajouterais la vie d'aujourd'hui aussi parce qu'il y a déjà plein de choses à faire sur le aujourd'hui. Mais en effet, personne ne fera son deuil de... Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, faire le deuil de la vie d'avant. Imaginons, j'avais un métier, j'aimais ce métier, c'est le métier pour lequel j'ai fait des études pendant 3, 5, 10 ans. C'est le métier que je me suis rêvé faire toute ma vie, dans lequel je me suis investie pendant 20 ans. Jamais de ma vie, j'effacerai ces 20 années de carrière et ces 5 ans d'études et ces 10 ans d'espoir où je me suis rêvé exercer ce métier-là. C'est pas possible. Ça fait partie de moi et ça sert à rien de l'enterrer. Par contre, il va falloir aller chercher euh, ce que ce métier voulait dire de vous, ce que ce métier permettait de combler comme besoin pour vous, que ce soit juste dans le fait d'exercer ce métier-là ou dans la vie professionnelle, ça répond à d'autres besoins aussi, hein, le besoin d'avoir des collègues, la vie sociale, le besoin d'avoir des responsabilités, de se sentir utile, ne serait-ce que le besoin de rythmer ses journées, de se lever le matin pour faire quelque chose et de rentrer le soir en ayant fait quelque chose. Et accessoirement, certains s'éclatent dans leur travail. Et donc, je crois que c'est aussi important de remettre la notion de plaisir et de jeu, même si étymologiquement, le travail est plutôt rattaché à la souffrance. C'est en fait, les gens heureux au travail sont les gens qui s'éclatent dans leur boulot, bon, et qui n'ont pas des environnements de travail toxiques, mais ça, c'est une autre question. Et donc, du coup, je dirais qu'une fois qu'on a identifié ce qu'on aimait dans son travail ou ce qu'on aimait dans son environnement de travail, ça va être bien plus facile de savoir ce qu'on veut retrouver aujourd'hui avec ce qu'on est capable de faire. Donc, par contre, il va falloir oser changer, oser ouvrir d'autres portes, peut-être des portes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais en fait, une fois qu'on sait que ce qu'on aimait dans son travail, c'était le fait de se sentir utile et le fait d'entretenir une vie sociale, et ben peut-être qu'on peut aller se tourner vers des assos, peut-être qu'on peut se tourner vers du bénévolat, peut-être qu'on peut se contenter d'un autre travail qui sera peut-être pas aussi valorisant et valorisé, mais qui permettra au moins de remplir ces besoins-là, de retrouver un certain salaire, de reprendre une vie active. Mais en effet, souvent, c'est des ajustements à faire et on ne fait pas le deuil de la vie d'avant en espérant retrouver exactement la même chose qu'avant. Ça n'existe pas. En fait, il faut accepter qu'on ne retrouvera jamais la même chose qu'avant, mais j'ai envie de dire, ça c'est valable pour les personnes malades comme pour tout le monde en fait. De... Moi non plus, si demain je voulais retrouver la vie que j'avais avant, je n'y arriverais pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai plus la vie que j'avais hier. Et donc, du coup, même moi, si je voulais retrouver la vie que j'avais il y a 5 ans, ce serait en fait impossible. Hum, Peut-être rebondir parce que on a quand même beaucoup d'adhérents euh, qui ont pu faire des reconversions pour justement avoir un poste un peu plus adapté à leur état de santé Super. et qui finalement, cette reconversion euh, n'est pas non plus bénéfique pour eux. En tout cas, ça a pu l'être pendant quelques années et puis au bout de 4 5 ans ou 10 ans, la maladie évolue et ils se retrouvent à ne plus pouvoir travailler du tout. Ok. Ouais, Euh, donc c'est encore une question différente de là, il faut accepter aussi que la maladie évolue en tant que telle ouais. et que on va peut-être comment dire devoir s'adapter et revenir sur ces adaptations et y revenir encore et y revenir encore et y revenir encore.
Ça, c'est difficile hein, pour beaucoup. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Alors, des fois, on a des adhérents qui nous disent, oui, j'ai 50 ans ou plus. Enfin, voilà, j'ai quand même fait une carrière. Et bon, voilà, je me rapproche quand même plus de la fin que d'autres adhérents Bien sûr. qui ont la trentaine ou la quarantaine et qui se retrouvent dans la même situation. Mais en fait, moi, je leur dis, peu importe l'âge, en fait. Mais ceci dit, moi j'ai remarqué que c'est une question qui touche beaucoup, en tout cas moi mes patients et du coup sûrement vos adhérents aussi, la question de vieillir avec une maladie chronique. Et ça les concerne alors et dans leur perception de c'est quoi la santé, c'est quoi la dépendance, l'indépendance, l'autonomie. Mais moi j'ai beaucoup de patients pour qui c'est une vraie préoccupation financière et où il y a des vrais enjeux de comment est-ce que je vais juste manger et vivre. Enfin, moi, malheureusement, en tant que psychologue, en effet, je suis moi-même assez démunie face à ça, parce que je peux avoir toute la meilleure volonté du monde. Derrière, c'est pas moi qui vais leur verser des aides ou un salaire. Donc ça, je suis d'accord que c'est une vraie difficulté quoi, dans le parcours, et que malheureusement, à part accompagner et soutenir ça, on peut anticiper des choses, mais en fait, j'ai envie de te dire, la maladie, elle est toujours plus maligne que nous, donc on peut anticiper tel truc et la maladie va nous, quand même arriver à nous surprendre sur autre chose. Donc, malheureusement, je crois que ça va aussi dans le travail qui est lié au diagnostic, de l'incertitude sur l'avenir, elle est à prendre en compte, y compris au travail. Et en général, pour se parer à l'incertitude, on est un peu obligé de se préparer au pire. Oui, Non, mais mais en c'est fait, on n'y pense pas. Mm. Enfin, j'ai envie de dire, tant qu'on n'est pas touché par la maladie ou même un accident de Ouais. la vie, hein, enfin, une C'est fracture encore d'une heureux qu'on n'y pense cheville, pas, hein, mais voilà, enfin, et en fait, c'est sur le moment où on est touché, où on va se dire, mais en fait, bah, j'aurais peut-être dû prendre une prévoyance, voilà, si ouais, jamais il et m'arrivait toute la quelque chose. culpabilité qui va avec. Mais ceci dit, même une fois qu'on est malade, moi là, je sais pas si je peux me permettre de parler d'une patiente, mais j'ai une patiente là qui, par exemple, est donc touche la hache, est en train de se séparer de son mari pour d'autres, enfin voilà, pour ses raisons à elle et à son mari. Mais qui en fait réalise qu'elle n'a pas mis à jour son dossier MDPH depuis 10 ans parce que son AH était aligné sur les revenus de son mari, sauf que maintenant qu'elle va divorcer, elle a 10 ans de retard dans son dossier, quoi. Et en fait, elle le savait, sauf qu'elle se disait, bah, à quoi bon demander des... Bah, on y revient, à quoi bon demander des aides parce que c'est indexé sur les revenus de mon mari, que la société me considère comme une moins que rien, et donc du coup, à quoi bon demander pour ne rien obtenir. Bah, sauf qu'aujourd'hui, elle est vraiment dans la merde. Oui, mais c'est ça, c'est une réalité. De toute façon, tout ce qui est administratif, nous, la première chose qu'on gère principalement dans l'association, c'est le côté administratif. Ouais, je pense Les que gens ne c'est connaissent pas leurs vertueux et droits. c'est en plus un truc que les professionnels ne savent pas faire. Et moi, je suis très honnête là-dessus. Je peux accompagner pour plein de choses. Mais alors, en administratif et paperasse, je suis nulle. Surtout qu'il y a tellement de, comment dire, de Il y a différences d'un plusieurs. département à l'autre que, en C'est ça, fait, pour la moi, j'ai des CPAM, patients qui après. viennent du 95, du 60, du 27, du 78 et personne n'a les mêmes procédures, en fait. Non, Donc, non. Non, pour la CPAM, c'est très variable. Après, bon, pour les invalidités, c'est assez simple quand on a le process, les AH, effectivement, la demande d'AH varie d'un département à l'autre. On avait demandé justement à ce que ce soit fait d'une manière nationale. Voilà, on a prévenu les députés par rapport à ce problème-là, mais c'est vrai que ça rame et que parfois on a des personnes qui obtiennent l'AH très facilement que d'autres qui ont un dossier assez ben, béton qui ne tiennent pas. Voilà, ben, mais par exemple, on a vraiment de mal à faire. Ben, on revient sur la question du handicap invisible. Je pense que vous, avec les diagnostics de spondyle et de polyarthrite, vous n'avez pas ce problème. Mais peut-être que vous avez des patientes étiquetées fibromyalgiques qui ont du mal à faire reconnaître les douleurs associées à la fibromyalgie. Et nous, on se retrouve avec la problématique de, en fait, devoir faire passer ces patients-là pour des patients de psy alors que ce ne sont pas des patients psy, mais qu'on n'a tellement rien pour attester de la réalité de leur douleur que c'est plus facile de tout passer sur la dépression. Et au moins là, les au MDPH moins ça passe. acceptent Mais c'est ça, de... mais pour la maladie.
Pour la Mais maladie c'est de très dur Verneuil, à c'est accepter, pareil. même pour les patientes, en fait, de dire, bah, on va vous faire reconnaître, mais pas pour ce que vous avez vraiment, parce que ce que vous avez vraiment, c'est pas reconnu. Mais donc, du coup, on va un peu tricher pour que vous ayez quand même vos droits, mais en fait, ce sera pas les bons droits. Et dans 2 ans, vous allez devoir vous rebattre pour prouver ce que vous avez réellement, quoi. Enfin, c'est en effet très lourd. Ouais, en fait, tout ce qui ne fait pas partie des ALD 30, c'est un problème. Bon, la spondylopolyarthrite en fait partie, donc ils embêtent pas, mais effectivement, sur la maladie de Verneuil, il fait partie des ALD 31. La fibromyalgie aussi, effectivement. Nous, on en est au même point sur la maladie de Verneuil. Parfois, mettre des problèmes graves psychologiques pour obtenir, parce qu'on n'obtient pas la hache malgré que la personne, elle a été opérée 20 fois, 30 fois, et non, c'est pas assez grave Et par contre, pour quand on met obtenir des la hache. pressions sous antidépresseurs, là, ça passe, quoi. C'est C'est fou, hein. ça. C'est fou. Enfin C'est bon. c'est triste. Ouais, ouais. Euh, L'entourage et la société a beaucoup de mal à comprendre les maladies invisibles, ainsi que le handicap invisible. Nous le savons, les chiffres font froid dans le dos. 8 couples sur 10 se séparent suite à une maladie grave et handicapante. On entend souvent des proches dire: «Oh, ça va, tu vas pas en mourir» ou «Tu pourrais faire un effort quand même». Suite à ce grave problème, nous avons lancé un clip à portée nationale pour essayer justement de rendre visible le handicap invisible. Comment faire pour qu'ils comprennent et ainsi éviter la solitude? Alors, bah déjà, peut-être. Après, moi, c'est mon côté peut-être un peu provoque, mais déjà rappeler que en fait, si des gens en meurent, c'est pas des maladies mortelles, mais c'est des maladies qui tuent parce qu'elles engendrent une souffrance et que cette souffrance, à force de pas être reconnue, elle tue. Et que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on s'embête à mettre des psychologues en consultation douleur. C'est pas pour faire plaisir aux patients, c'est pour éviter les suicides en fait. Parce qu'on sait très bien que les pathologies douloureuses chroniques et le handicap qui va avec et les difficultés financières et enfin voilà, socio-familiales qui vont avec, ça tue. Donc peut-être qu'il va falloir un jour oser répondre à ceux qui vous disent bah, on n'en meurt pas. Ben, en fait, si, il y a plein de gens qui en meurent à force que personne ne les entende et à force que personne ne se bouge les fesses pour eux. Voilà, désolée, ça c'est mon côté où vraiment ça m'énerve qu'on banalise comme ça et qu'on minimise comme ça la souffrance de millions de personnes. Bien sûr que si, souffrir ça tue des gens en fait. Bien sûr. Ceci dit, maintenant, pour revenir sur la question du couple, je crois qu'il faut pas avoir. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup en consultation, euh, c'est des femmes ou des hommes qui trouvent que la communication est très importante au sein d'un couple, mais qui ont peur d'utiliser la communication parce qu'ils ont peur du conflit. Et donc, on retrouve un grand décalage entre la théorie et la pratique, j'ai envie de dire. Où ils vont dire qu'en théorie, un couple, ça doit se soutenir et beaucoup communiquer. Mais quand on regarde dans la réalité, on est avec des couples qui se parlent plus et qui se soutiennent plus et qui partagent plus grand-chose. Donc, rappeler en fait que le conflit, c'est une façon de se parler, c'est une façon de demander des choses, de réparer des choses, d'exprimer des besoins, d'exprimer ses limites, d'exprimer ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a blessés, ce qu'on aimerait. Et que voilà, en fait, sans conflit, sans demande de justice, il n'y a pas de justice. Donc, il faut oser aller au conflit. Et normalement, si votre partenaire est un bon partenaire, vous n'allez pas le perdre juste à cause d'un conflit. Donc, si vous avez peur d'aller au conflit avec ce partenaire-là, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas entrer en conflit avec son partenaire? Et en général, la réponse, là, elle n'est pas à chercher du côté de la maladie. Elle est à chercher du côté du couple en tant que tel. Et donc, pour ça que je dis, c'est une question qui concerne les gens malades, mais en fait, comme plein de choses, ça concerne un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Et que bah, même quand on est malade, il faut accepter de prendre sa part de responsabilité et reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas communiqué.
l'autre a sa part d'erreur et a sûrement eu ses torts aussi. Et on a sûrement plein de choses à lui reprocher. Mais en fait, si on en est à ce point-là et dans cette souffrance-là, sûrement qu'on est en tort aussi et qu'on aurait pu faire certaines choses différemment. Et enfin, et voilà quoi. Dans chaque couple, c'est toujours une question d'adaptation réciproque. Donc, chacun doit faire un bout du chemin. Et puis, parfois, on se rend compte que, en fait, on en veut à l'autre, mais que soi-même, on n'a pas forcément envie de faire cette part-là du chemin pour aller vers lui non plus, ou qu'on n'a pas forcément envie de changer telle ou telle habitude qui posait problème. Enfin, tout ça pour dire que parfois, on identifie la maladie comme ce qui pose problème dans le couple, alors qu'en fait, très souvent, c'est autre chose. C'est des difficultés de communication, c'est des non-dits entre les partenaires, c'est des frustrations qui se sont accumulées, c'est on pense qu'on est un poids pour... C'est imaginer des choses à la place de son partenaire aussi, hein, voilà. Je me suis noté d'autres petites choses. Ouais, ensuite j'ai parlé de masque social et je vois ce que je voulais dire, mais en fait très souvent, et moi je travaille beaucoup avec des patientes qui pareil sont très dans le j'aime faire plaisir à l'autre et je suis gentille, mais donc du coup dès que j'ai quelque chose de négatif à dire, bah, je le dis pas, je le garde pour moi. Euh, et en même temps, à force, c'est sur vos besoins à vous que vous allez ronger. Et à force de vous adapter tout le temps à l'autre, c'est là que vous allez vous retrouver dans des relations qui vont plus être bien pour vous non plus. Et c'est là aussi que vous allez vous retrouver le jour où vous serez en demande avec l'autre qui vous dit comment ça t'as besoin d'aide, jamais tu m'as demandé quoi que ce soit, c'est bien que t'as pas besoin d'aide et que tu sais très bien faire toute seule et donc continue de te débrouiller toute seule. Ben oui, en fait, si les petits moments où on avait besoin d'aide, on a toujours fait toute seule en pensant que être en couple, c'est tout faire toute seule, ben oui, le jour où on a besoin d'aide, le partenaire, il va pas répondre. Et c'est un peu de sa faute. C'est le tort est partagé, mais c'est aussi parce on l'a jamais impliqué en fait à répondre à nos besoins. Et donc forcément, c'est aux deux d'apprendre et à demander et à considérer les besoins de l'autre. Et voilà, c'est les deux qui doivent souvent s'entraîner à redemander et à se remettre un peu ex aequo face à leurs besoins. Alors, Flora, j'avais une petite question par rapport à ça, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. On sait que les aidants font un boulot phénoménal au quotidien, hein, à nos côtés. Parfois, les aidants, ils sont épuisés Souvent même. de ce vécu de la personne en face. La personne, moi-même, alors moi je parle très très peu et très rarement de moi, mais parfois il m'arrive de vouloir protéger aussi ma conjointe euh, parce que tu parles de poids, mais forcément, puisqu'on ne peut pas être à 100%, on est quand même, parfois on a besoin d'aide, etc., mais on a tendance à vouloir protéger son conjoint pour ne pas, qui est déjà Ou souvent, pas plomber l'ambiance, ou pas parler. Ou voilà. sinon, moi, j'entends beaucoup, ah ben si je commence à lui raconter tout le temps comment je vais, bah, du coup, on va tout le temps parler de négatif. Bah et alors? Moi, j'entends beaucoup ça. De, en fait, si je me mets à parler de moi, ce sera toujours négatif, et donc peut-être qu'elle n'a pas envie. Oui, enfin, en attendant, elle a envie d'être avec toi, ta partenaire. Donc pourquoi elle aurait pas envie de parler de toi? Même si c'est négatif, hein, j'entends, mais si tu veux, moi je suis psychologue, je parle de choses négatives 10 heures par jour, et alors? Est-ce que ça veut dire que je vois tout en noir? Non. Ouais, je pense que c'est comme tu disais juste avant, en fait, on a tellement des idées construites en Et au tête. contraire, mais en fait, dans tous les couples, c'est pour ça que je dis c'est pas forcément lié à la maladie. Tout couple, il y aura forcément un moment où le partenaire va se sentir moins bien, va pas forcément en parler, va pas forcément en parler à l'autre, voire mettre son petit masque, alors qu'en fait l'autre va très bien se rendre compte que son partenaire ne va pas bien, va pas oser lui en parler non plus de peur qu'il craque, ou de peur de pas en parler au bon moment, ou je sais pas quoi. Mais en fait, enfin, c'est ton partenaire, quoi. Au nom de quoi il faudrait te cacher à ses yeux? Tu te caches déjà suffisamment ailleurs, j'ai envie de te dire. Mhm. Mm. Mais est-ce que
est-ce qu'à un moment donné, les dents, tous les aidants qu'on a et qui sont au bout du rouleau, est-ce que ça ne serait pas la goutte qui ferait déborder le vase? Ou est-ce que Par non? l'activité. Finalement, en parlant, en exprimant tout ça, est-ce que, parce que les aidants sont parfois déjà bien à terre, est-ce que ça va pas les plomber davantage? Ou est-ce que finalement, non, c'est la communication qui va les sauver? Je sais pas, moi j'ai jamais vu un aidant en tout cas qui s'est plaint que son partenaire soit honnête avec lui. Et moi je crois que c'est ça qui aide en fait, plus que de montrer qu'on va bien, ce qui aide c'est d'être sincère et d'être honnête. Et mentir ça aide personne, donc dire qu'on va bien si c'est pas vrai, ça n'aide personne. Et même quand on pense faire du bien à l'autre en disant oui oui tout va bien, à part lui mentir, on fait pas grand-chose d'autre, en fait, et se mentir à soi-même éventuellement. Donc, encore une fois, peut-être que ça fait pas plaisir, mais vous n'êtes pas là que pour faire plaisir à l'autre. L'autre, il est pas là que pour vous faire plaisir, il est là pour être avec vous. Donc, et être avec vous, c'est pas toujours vous faire plaisir, c'est pas toujours être joyeux, c'est aussi pleurer avec vous, être en colère avec vous, c'est tout ça. Mhm. Ouais. Ouais, bah merci beaucoup Flora. Alors maintenant, on va partir sur autre chose, sur le MDR, pardon. Est-ce que ça a des bénéfices sur la spondylarthrite, polyarthrite et verneuil? C'est une nouvelle approche thérapeutique. Et y a-t-il une thérapie plus conseillée qu'une autre? Alors, je pense par exemple à Sander Ferenczi qui jouait le rôle de la mère idéale auprès de ses patients. Mais il y a beaucoup de choses. On peut parler de Freud aussi. Mais voilà, est-ce qu'il y a une thérapie plus conseillée qu'une autre? Alors, je vais vous répondre de manière courte et ensuite je vais détailler, mais moi je dirais que non. Il n'y a pas de bonne thérapie à conseiller. Par contre, je dirais qu'il y a des bons et des mauvais thérapeutes pour les bons et les mauvais patients et qu'en fait, ce qui va compter, enfin moi j'ai le sentiment surtout que ce qui compte, c'est de trouver la bonne personne pour vous au bon moment. Et qu'ensuite, c'est à cette personne, ce thérapeute-là, d'aller chercher le bon outil qui va bien marcher pour vous. Mais certainement pas l'inverse. Si vous commencez à réfléchir en vous disant, il me faut tel outil, et tant que j'ai cet outil, peu importe la personne, ça va marcher, ben c'est là qu'on se plante en général. Parce que quand on pense qu'un outil est magique, en général, c'est qu'on va pas s'investir assez. Donc non. Par contre, en fait, là, tu me parles de thérapies qui sont issues des théories centrées bah, sur le trauma, encore une fois. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire que pour travailler sur la douleur, on n'est pas obligé de travailler que sur le trauma. Et encore heureux. Et d'ailleurs, moi, j'ai des patients qui arrivent en me disant, bah, je sais très bien que j'ai vécu ça, ça, ça dans ma vie, mais je veux pas en parler ici. Et c'est pas du tout ça que je veux travailler. Moi, ce que je veux travailler, c'est mieux gérer mon stress, pouvoir, je sais pas, pouvoir ressortir de chez moi plus souvent, pouvoir me refaire des amis ou de nouveaux amis ou de nouvelles relations, ou juste gérer ma douleur et ne plus être déprimée à cause de ma douleur, ce qui est déjà un gros morceau. Euh, donc, tout ça pour dire que, alors oui, toutes les thérapies centrées autour du trauma et de ce qu'on peut avoir vécu avant, ça peut avoir un intérêt, mais en fait, faut que le patient soit en demande. Et si le patient, il n'a pas envie d'y aller, j'ai envie de dire bah, qu'il s'écoute et qu'il n'y aille pas, en fait. Donc, tout dépend de la demande du patient. Il y a d'autres approches que le MDR qui sont très centrées sur le trauma. Moi, j'aimerais bien parler d'ICV parce que c'est aussi dans les approches un peu nouvelles qui sont en train de se développer. ICV, ça veut dire intégration du cycle de la vie. C'est une approche qui vous fait travailler de façon à ce que vous réintégriez dans un continuum tous les événements autant positif que négatif de votre vie. Et on va aussi travailler sur bah, les ressources internes, justement, dont je parlais tout à l'heure, faire en sorte que bah, le patient puisse, on parle de reparentage, mais devenir son propre parent, répondre à ses propres besoins, s'apporter lui-même la sécurité dont il manque, etc. etc. Donc tout ça, ça se travaille bien sûr enfin, en ICV ou en EMDR. Maintenant, il y a plein d'autres approches. Quand tu parlais de Ferenczi, de Freud, bien sûr que des thérapeutes
plus psychanalytiques peuvent tout à fait accompagner des malades chroniques. Euh, Moi, j'aime bien aussi, je pense que tu connais le psychanalyste anglais Winnicott qui dit que alors, il en parle pour les mères, mais moi je trouve que donc il développe le concept de la mère suffisamment bonne, mais moi je trouve qu'il faut être un thérapeute suffisamment bon. T'as André Green aussi qui disait que il faut bien aimer ses patients au sens de ni trop ni trop peu. Et je crois qu'en fait on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut trouver la bonne distance, la bonne relation avec ton patient. Et une thérapie qui marche, c'est avant tout une relation thérapeutique dans laquelle on se sent bien. Si tu te sens pas bien avec ton thérapeute, la thérapie va pas marcher en fait. Parce que ce qui vient te réparer, c'est pas la technique, c'est la relation. Et c'est dans cette relation que tu viens travailler. Donc voilà. Après, il y a d'autres. Enfin voilà, j'ai noté des exemples d'axes que je peux travailler. Donc tu as la gestion des émotions avec en fait, j'ai des patients qui savent même pas forcément identifier leurs émotions et une fois qu'ils les ont identifiées, ils savent pas comment les réguler. Donc, on travaille beaucoup ça. On peut travailler très basiquement sur qu'est-ce qui déclenche les crises, comment du coup avoir moins de crises, moins souffrir de ces crises, mieux gérer ces crises. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que beaucoup de malades vont un peu chercher ou tester les limites de leur douleur et sans dire que qu'ils font exprès d'avoir mal, il y en a, on sent bien que ils aiment bien en faire un peu trop. Et que jamais ils arriveront à en fait faire ce qu'il faut pour éviter les crises. Et en fait, ça aussi, ça se travaille. Si ta personnalité, c'est d'en faire trop, ok, mais à ce moment-là, sache que ça te coûte d'être toujours dans le j'en fais trop et de me gérer par l'hyperactivité, etc., etc. On travaille aussi bah, l'affirmation de soi et ça, pareil, en fait, c'est pas que les douloureux qui peuvent le travailler, c'est tout le monde. C'est accepter les critiques, formuler des critiques, accepter des compliments, poser ses limites, tenir ses limites, dire non, demander de l'aide, être certain de ses choix. Enfin, ça recouvre plein de choses, l'affirmation de soi. Mais voilà. Et je dirais aussi qu'au final, en fait, je travaillais enfin, pour l'autonomie de la personne ou pour l'intérêt de la personne, c'est en fait, comment dire, c'est pas penser ou choisir à sa place, mais c'est l'amener à ce qu'elle puisse faire ses propres choix dans son intérêt, peut-être des choix différents de ceux qu'elle aurait fait avant, que ce soit des choix dans ses relations, dans ses activités, dans sa façon de vivre au quotidien, dans ses choix aussi de priorité. Mais en fait, moi, très souvent, je peux résumer le travail que je fais avec mes patientes comme se remettre en priorité par rapport au reste, par rapport à la maladie, par rapport à la famille, aux enfants, au travail. En fait, souvent, on s'oublie derrière tout ça, y compris derrière la maladie. Donc, voilà. De... aller aussi, enfin voilà, pas avoir peur d'aller vers le changement, même si ça fait toujours peur. En fait, quand on vient en thérapie, c'est ce qu'on demande, on demande du changement. Nous voici à la dernière question. Nous le savons, la maladie et les traitements lourds comme la biothérapie ont des effets très importants sur le quotidien et notamment la libido. Un sondage récent auprès de nos adhérents démontre que sur 150 personnes, plus de 145 ont des difficultés dans leur vie intime et donc sexuelle. Il y a plusieurs difficultés comme la douleur, l'image sur soi face à Verneuil par exemple, les traitements. Comment réussir malgré tout à entretenir cet aspect non négligeable dans un couple? Ouais. Et ben, en fait, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, et c'est une vraie question. Je me demande si, et encore une fois, je nie pas la réalité des effets secondaires des traitements, etc., etc. Et les effets sur l'estime de soi, sur l'humeur, euh, pour parler plus technique, sur la lubrification, sur le cycle hormonal, etc. Enfin, il y a des vrais effets, et ça, je le nie pas. Par contre,
je me demande quand même si c'est des questionnements qui sont spécifiques à la maladie chronique ou si c'est pas quand même des questions qu'on peut retrouver à un moment donné ou à un autre dans chaque couple, parce que la ménopause, parce que la grossesse, parce que un burn-out, parce que un deuil, parce que la vie. Et que donc je me demande aussi si la maladie, c'est pas parfois le coupable parfait pour éviter de désigner d'autres coupables et c'est aussi un bon prétexte pour dire que c'est la faute du malade ou de la maladie et pas chercher ailleurs la cause de l'insatisfaction et du manque d'intimité dans le couple. Euh, Parce que, en fait, quand on creuse, déjà, c'est quoi une sexualité épanouie? En tout cas, ça suppose d'avoir quoi? Ça suppose d'avoir euh, accès au plaisir, et dans son corps et dans sa tête. Et donc ça, même quand on n'est pas malade, c'est pas tout le monde qui est capable en permanence de se laisser aller à recevoir du plaisir et à le ressentir. Et deux, ça suppose aussi de se sentir bien et dans son corps et en confiance avec son partenaire et d'avoir de l'intimité et de la confiance entre les partenaires. Or, la confiance, c'est pas que au lit que ça se joue et c'est pas que dans la sexualité que ça se joue. Donc forcément, si on ne parle pas de ses difficultés, si on ne parle pas de son intimité, mais l'intimité, c'est aussi ce qu'on traverse émotionnellement et c'est aussi le négatif dont on parlait tout à l'heure avec Karine, quand elle me disait bah, parfois je veux protéger ma partenaire et du coup je ne lui raconte pas forcément ce que je traverse. Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est que ok, tu veux la protéger, mais du coup, tu crées de la distance et vous partagez de moins en moins d'intimité dans vos conversations. Et donc, du coup, forcément, recréer de l'intimité ailleurs, bah, c'est plus difficile parce qu'en fait, on perd l'habitude aussi de se connecter à l'autre et de partager des trucs ensemble et de juste accueillir ce qui vient comme ça vient. Et la sexualité, c'est parfois ça aussi, c'est accueillir ce qui vient comme ça vient, parce que ça se joue dans la spontanéité, dans le jeu, dans l'accueil de l'autre, dans le partage, et qu'en fait, c'est tout ça qu'on perd quand on arrête d'être soi-même avec l'autre quelque part. Après, il y a aussi d'autres réalités. Euh, Enfin là, ça va être peut-être plus spécifique à Verneuil, mais par exemple, tu parlais d'image de soi et bien sûr que pour Verneuil, ça peut jouer. Mais ceci dit, même dans la spondylarthrite ou la polyarthrite, on voit des patientes qui parfois disent oh là là, je ressemble à rien, je suis toute gonflée, le traitement m'a fait prendre 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Euh, ou le traitement fait que je suis toute rouge, ou le traitement fait que... Bref, il peut y avoir des milliers d'effets secondaires de toute façon. Et en fait, je crois qu'il faut aussi accepter que ce qu'on voit chez soi, ce sera jamais ce que l'autre va voir. Et que on a toujours ses lunettes à soi, mais que l'autre, il a ses lunettes à lui. Et que la vérité, elle n'est ni chez vous, ni chez l'autre. Et que peut-être que vous voyez toute rouge, plus 30 kilos et toute gonflée, et que votre partenaire, il voit une super-héroïne qui a certes un peu pris de poids, mais qui a gagné tellement en force et en courage que, en fait, voilà, et la réalité, elle est sûrement ni l'un ni l'autre. Vous voyez, vous êtes sûrement ni une grosse vache, ni une super-héroïne, vous êtes sûrement un petit mix des deux, quoi. Et c'est ça la vie. Mais il faut le voir. Et pour accepter de le voir, ben, ça suppose qu'on arrête de se taper dessus, qu'on arrête d'imaginer que notre partenaire est là pour nous faire du mal aussi. Parce que souvent, en fait, c'est ce qu'on s'imagine. On s'imagine que notre partenaire va nous enfoncer, va nous faire du mal, va nous malmener, va nous forcer, va pas être content, va râler. Alors qu'en général, le partenaire, encore une fois, si c'est un bon partenaire, il est plutôt à l'écoute, plutôt soutenant, plutôt là pour vous faire plaisir, plutôt là pour se faire plaisir aussi. Et donc, quand on est d'accord qu'on est là pour se faire plaisir ensemble, en général, on trouve des moyens très vite quand on y réfléchit. Mais en fait, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi l'objectif commun. Et voilà. Euh,
Je m'étais mis plein de notes pour cette question, donc je vais lire. Mais donc, j'avais aussi noté, je crois qu'il ne faut pas diaboliser la maladie et enterrer sa sexualité avant l'heure. Pareil, moi je le vois beaucoup en consultation, des patientes qui me disent, ah bah là par exemple, depuis, je sais pas, depuis un mois, 3 mois, même 6 mois, c'est compliqué. Et qui du coup, comme c'est compliqué depuis un mois, 3 mois, 6 mois, elles restent là-dessus. Elles restent sur cet échec et voire même elles intègrent que la sexualité c'est compliqué et c'est devenu ça la nouvelle base. Et elles intègrent que la sexualité sera toujours compliquée, alors qu'en fait ça l'était pas avant. Il n'y a rien qui nous dit que ça continuera d'être compliqué après. Mais en fait, si tu restes persuadé que la sexualité est compliquée et est un problème, bah oui, ça va rester un problème. Donc voilà, souvent il faut déstigmatiser en fait, réintroduire du jeu, peut-être parfois baisser les attentes, parce qu'en fait on a parfois des patientes qui ont des attentes de recevoir énormément de plaisir ou de satisfaire leur partenaire comme s'il fallait rattraper 40 ans de vie sexuelle ratée et qui du coup se mettent la pression ou qui en oublient même que la sexualité elle sert à donner du plaisir à son partenaire, mais à se faire plaisir aussi. Et donc, parfois, j'entends même des discours du type bah, moi, je sais que jamais j'aurai de plaisir, mais il faut quand même le faire. Bah non, en fait, si toi, tu gagnes rien, pourquoi tu vas? Je sais pas. Si tu vas que pour donner et jamais recevoir, et si c'est que pour l'autre et rien pour toi, et que non. Voilà. Donc, en fait, il faut aussi repenser à ce que nous, on veut donner et ce que nous, on veut recevoir aussi, et pas que subir. Et une fois qu'on sait, bah, on arrive en fait à trouver des techniques. Ça peut être, enfin voilà, ça peut être tout bêtement tester de nouvelles positions qui font plus mal, moins mal. Mais en fait, c'est tout ça qui suppose, et c'est changer ses habitudes qui suppose de bien communiquer avec son partenaire. Euh, Moi, j'ai déjà conseillé, par exemple, de programmer des rapports ou de programmer des jours où il n'y aura pas de rapport. Comme ça, on sait que ce jour-là, on est tranquille et qu'on ne se met pas la pression ce jour-là. Et j'aime bien cet exercice parce que souvent, il marche très bien. De programmer des rapports, ça peut être compliqué pour certains, alors que programmer des journées sans rapport, c'est souvent bien moins compliqué, ça fait moins peur et ça permet au moins de relâcher la pression sur certains jours et de remettre un peu de tendresse sans en faire, oh là là, il me touche la main, c'est forcément qu'il en veut plus, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai mal, pas mal? Est-ce que j'ai pris mes traitements? Est-ce que je vais avoir mal après? Voilà. Et puis parfois, on tombe aussi sur des problématiques de couple classiques. Genre, en fait, on découvre que ça va moins bien depuis qu'il y a des enfants et qu'on a peur de déranger les enfants. Ou on découvre que le conjoint qui n'est pas malade, bah, il a des problèmes au travail et qu'en fait, il y a un manque de désir de son côté aussi, ou un manque de satisfaction de son côté aussi, parce qu'en fait, il a l'impression de vous faire mal ou de vous forcer à chaque fois. Enfin bref, en général, un peu de dialogue, comme d'habitude, ça change beaucoup. Et encore une fois, ça peut être compliqué de franchir le pas, de lever tous ces tabous-là, mais une fois qu'on y est, avec des mots simples, en étant honnête, et puis encore une fois, c'est pas l'enjeu, c'est pas de se faire du mal, quoi. Donc, et une fois qu'on rappelle qu'on est là pour le plaisir de l'un de l'autre, et puis pas pour se torturer, ça se passe plutôt bien en général. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que la sexualité, c'est souvent un point sur lequel les deux partenaires sont d'accord et ont envie d'avancer ensemble. Donc, moi, souvent, je rassure en disant, bah, vous savez, si vous vous plaignez, je pense que votre partenaire, il serait très content de travailler ça avec vous, quoi. Alors que autant le dire non, tout ça, peut-être que ça lui fera moins plaisir que quand vous travaillerez ça. Mhm. Mais la sexualité, il sera ravi. Donc, c'est souvent même un premier truc. Alors, paradoxalement, ça se travaille peut-être plus facilement que d'autres. Parce que on est déjà avec la bonne personne, qu'on connaît, à qui on fait confiance quand même. Voilà. Mais donc, du coup, tout ça pour dire qu'il faut accepter que voilà, parfois, c'est pas la maladie le problème, en fait. Et même si on s'imagine que c'est la maladie, bah, en fait, la maladie n'est jamais le centre du monde. Et surtout de la sexualité. Et donc, voilà, souvent le problème, c'est l'autre, souvent le problème, c'est le couple en tant que tel, c'est des non-dits, c'est une accumulation de choses, c'est des périodes de transition qui n'ont jamais été
renégocier, que ce soit de la retraite ou le départ des enfants ou l'arrivée des enfants ou un changement de poste, enfin, peu importe. Et donc voilà, il n'y a jamais un problème sexuel. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu dans mes consultations de, de plainte sur la sexualité qui était juste une plainte sur la sexualité, quoi. En fait, quand on creuse, il y avait toujours autre chose derrière qui venait chercher le couple et qui venait chercher plus globalement les, un peu les différences de perception de chacun, quoi. Écoutez, ok, ok. Ok. Alors, on va arriver bientôt à la fin de cette interview et de cette conférence. Flora, y a-t-il des messages que tu souhaites faire passer ici? Moi, j'en ai déjà fait passer beaucoup. Mais bah, déjà, si je peux redire que n'ayez pas peur des psys, s'il vous plaît. Voilà, il y a des théories qui ont fait beaucoup de mal et il y a des professionnels aussi qui ont fait beaucoup de mal à ce qu'on pense des psys en France. Mais promis, on est beaucoup de bons professionnels, bien formés, en mesure de vous accompagner avec voilà, avec et toute notre bienveillance, mais aussi toute notre connaissance. Voilà, faut pas oublier que souvent là, vous parlez de vous et de vos problématiques personnelles, mais que derrière, il y a des théories sur tout ça. C'est-à-dire que, en fait, même si on vit pas la même chose, on parle le même langage parce que tout ce que vous vivez, on l'a étudié. Et aussi, on l'étudie, c'est parce que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est bien la preuve qu'on s'est travaillé avec ça, puisque sinon, on se ferait, désolé, mais on s'embêterait pas à faire 5 ans d'études pour travailler avec vous, quoi. Donc, faites-nous confiance, on sait faire, on a envie de faire. Et je parle pour les psys, mais je parle aussi pour les kinés, pour les médecins traitants. J'aimerais aussi dire, ayez pas peur de changer de soignant, parce que moi, je vois très souvent des patients qui sont par exemple, depuis 10 ans avec le même kiné et ça avance plus. Et en fait, il suffirait qu'il change de kiné, qu'il travaille un tout petit peu autrement pour débloquer d'autres choses. Il suffit parfois de juste une nouvelle vision sur le même patient pour ouvrir plein d'autres portes. Et le problème de la maladie chronique, c'est aussi souvent que les prises en charge s'enlisent. Et donc, parfois, quand on vous conseille d'aller voir ailleurs, c'est pas c'est pas pour vous pour se débarrasser de vous, c'est aussi pour vous donner d'autres chances parce que nous tout seuls avec nos outils, on a peut-être de super outils, mais que d'autres en ont plein, d'autres qui peuvent aussi vous aller, qu'on peut être super pour vous accompagner sur un temps, mais qu'ensuite, si quelqu'un d'autre prend le relais, ça vous apportera d'autres clés. Et donc, ayez pas peur, quoi, de changer et dans votre vie et dans votre entourage soignant, quoi. Voilà. Et puis, un truc que je redis, mais à beaucoup de mes patients, même si c'est bateau, même si c'est... Enfin voilà, pour moi, c'est un petit peu une évidence, mais en fait, souvent, elles viennent me voir en s'attendant à ce que je sois limite plus experte qu'elles sur leur vie. Mais non, en fait, écoutez-vous, faites-vous confiance. Moi, j'ai pas fait des études sur vous, en fait. J'ai fait des études sur c'est quoi le comportement, comment on change un comportement, comment on peut expliquer un comportement. Mais en fait, l'experte de comment vous fonctionnez, de qu'est-ce qui fonctionne pour vous, de, euh, de qu'est-ce qui vous sera utile, etc., ben, c'est vous. Et donc, voilà, je connais aucun professionnel qui a réussi quoi que ce soit sans travailler avec son patient, en fait. Donc, arrêtez aussi d'idéaliser vos professionnels, commencez à vous idéaliser vous un petit peu, à vous faire confiance, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes dans votre corps tous les jours, c'est vous qui le connaissez, c'est vous qui connaissez aussi comment il réagit. Et donc, voilà, blindez-vous un petit peu contre les remarques parce que vous en aurez beaucoup. Mais en fait, vous êtes votre propre soignant, vous êtes votre propre partenaire de santé et sans vous, on n'arrive à rien, quoi. Donc, faites-vous confiance parce que c'est vraiment le plus important et quelque part le plus difficile et le travail de toute une vie. Donc, c'est un peu une porte ouverte, mais faites-vous confiance, quoi. Voilà. Eh ben, merci Flora. On te remercie infiniment en tout cas pour cette Non, c'est moi, merci. interview.
J'espère que ça a Euh, répondu à vos questions et que c'est... je pense que ça a répondu à de nombreuses questions. Merci du temps passé à nos côtés, voilà, pour cette visio et répondre aux questions de nos adhérents. bien un plaisir. Un immense merci aussi d'avoir accepté de rejoindre notre comité scientifique parce que on cherchait depuis longtemps une psychologue et on a eu beaucoup de mal à trouver. Et quand on a annoncé ton arrivée, on a vu vraiment l'engouement et la joie de nos adhérents. Et Bah, voilà, super. Et puis, hâte de rencontrer du coup, les autres membres du comité, d'échanger avec les adhérents bientôt. Enfin, voilà. Un plaisir aussi pour moi, vraiment très fière. Donc, merci.